Un grand merci pour votre générosité et votre fidélité. Votre aide a été précieuse, mais elle n'est malheureusement pas suffisante. Nous n'y sommes pas encore. TV Liberté, première chaîne alternative de France, n'appartient à aucun parti, lobby ou oligarque. Elle ne vit que des dons de ses téléspectateurs. C'est votre don qui est le garant et le gérant de notre totale indépendance et de notre liberté de parole. Pour qu'en 2019, TV Liberté continue de défendre vos idées, aidez-nous maintenant et avant le 31 décembre. Il y a un personnage nouveau au village dont j'aimerais vous parler, enfin pas tellement nouveau, et pas tellement au village d'ailleurs, il se trouve qu'il a participé à notre vente de Noël en tant que peintre et sculpteur, que c'est son métier, que j'ai un peu parlé avec lui pendant qu'il attendait le client. D'abord, ce type qui a des grands cheveux gris, un nez formidable, un nez en bec d'aigle, a pris la succession, si l'on peut dire, du moins au marché, d'un autre peintre qui s'est tué il y a 10 ans parce qu'il était dans la misère. Je crois même qu'il se connaissait un peu. La preuve, il m'a dit une phrase à son sujet. On a dit à l'époque qu'il s'est tué parce qu'il était malade, mais en fait, c'est parce qu'il avait un contrôle fiscal. De là, j'ai enchaîné sur les gilets jaunes. J'ai dit que j'avais entendu parler de ce contrôle fiscal. On m'avait raconté qu'on lui avait réclamé genre 10 000 euros sur la base de recettes fictives et que c'était à lui de prouver qu'il n'avait pas gagné ça. Son collègue peintre a haussé les épaules. Il a dit que de toute façon, il peignait comme moi des choses très classiques, donc il n'avait aucune chance d'avoir une commande publique ou d'être exposé à l'hôtel du département. Et il risquait pas de faire fortune, mais les agents du fisc se basent sur les artistes contemporains pour imposer les autres, donc c'est la double peine. Nous, on vend presque rien à cause des couillons qui font des taches noires, et nous sommes imposés comme si nous en vendions. Là, il a un peu dérivé vers ce qu'il appelait l'art classique, et il m'a dit qu'il s'en tirait, lui, un peu mieux que ce malheureux qui en était mort. Il arrivait à en vivre un peu parce qu'il faisait l'illustrateur dans un genre très héroïque fantasy, donc très musculeux. Il avait dessiné 2 albums de BD un peu galactiques, et c'est là qui m'a surpris, parce qu'après m'avoir jaugé en quelque sorte pour voir si j'étais digne de recevoir ses confidences et ses réflexions, il m'a fait part d'une vieille idée qui se précisait depuis des années et dont l'évidence l'avait frappé le jour où des vandales avaient pénétré dans l'Arc de Triomphe, là, récemment. Il m'a dit, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les 4 panneaux sculptés énormes de Rude sur les pieds de ce monument, ou les flancs, ou les 4 filles qui soutiennent le fronton avec un geste oblique, mais tout ce monde-là est quand même très dénudé. Le guerrier côté avenue Hoche, là, a carrément les roustons à l'air, à côté de son épée, un peu à la grecque. Eh ben, il faut voir que tout ça sort d'un monde qu'on nous a décrit pendant des années comme horriblement prude, hypocrite, celui de la vieille Europe bourgeoise du 19e, alors qu'en fait, si vous regardez les monuments européens depuis le début du 19e siècle, de Saint-Pétersbourg au fond de la Sicile, même les monuments aux morts, qui s'y prêtaient beaucoup moins, en 1119, c'est bourré de femmes nues, de types qui cachent pas grand-chose. Et quand j'ai vu dans la crypte qu'ils avaient donné un coup de marteau sur le moulage de la liberté de Rude, en fait cette fille à la bouche ouverte là, et quand j'ai vu que les journaux américains reprenaient cette image comme symbole de la détresse de la France face à la colère des pauvres, j'ai surtout pensé à la détresse de la France face à ceux qui n'aiment ni le visage humain, ni la nudité humaine, ni l'humanité tout court d'ailleurs au sens classique. Il y a quand même un truc dont il va falloir s'apercevoir un jour, c'est que la civilisation que nous avons bâtie, avec tous ces tableaux d'église où l'on voit des nudités à peine voilées, avec ces portraits d'éphèbes, ces filles aux seins nus qui soutiennent les balcons et le fronton des gares, ces atlantes sous les ponts, tout ça est exposé à la fureur des barbares, un jour ou l'autre, pour des raisons de haine de civilisation. Ils vont venir marteler les seins des statues, c'est inscrit dans les gènes de la situation. Or, quand vous regardez autour de vous, même à Albi, même à Limoges, des filles nues sous les balcons ou qui soutiennent des horloges, il y en a absolument partout. Il y a un siècle, il y en avait plein les boîtes de biscuits et les bouteilles d'apéritifs. On nous dit pas de signes religieux, mais il y a un interdit bien pire, c'est que si dans la civilisation chrétienne, qui vient de la grecque et romaine, on montre volontiers l'anatomie des gens, parce qu'elle fait partie de la culture générale, eh ben, dans d'autres civilisations, c'est considéré comme une offense. Donc la société qu'on nous prépare va imposer le plus petit dénominateur commun que je résumerai par le slogan « ni nichon, ni rouston ».
Alors là, j'ai montré du doigt ces jolies planches à ces BD, là, avec ces gens musclés dans des vaisseaux spatiaux, comme pour objecter que tout ça n'était pas perdu. Mais il m'a fait observer que c'était au contraire très codifié par les Américains. Beaucoup de muscles, trop même, des femmes avec un bassin énorme, un bustier monumental, le genre Kardashian, des types bâtis comme des culturistes, mais rien dans le caleçon, aucune pilosité, donc des machines humaines qui se mélangent peu à peu à des mécaniques dans le genre Transformer. Et il a conclu, personnellement, moi je préfère les femmes avec des seins normaux, sans carapace en inox, mais visiblement on me demandera de moins en moins mon avis. Eh bien, j'ai l'impression qu'à nous non plus. Les artisans de la société non humaniste n'ont aucune intention de nous demander notre avis sur la question. C'est donc peut-être le moment de le leur donner. Abonnez-vous, c'est le meilleur moyen. Merci. C'est une réflexion assez amusante que j'ai glanée l'autre jour. Elle venait de la bouche d'un jeune homme avec qui j'avais réparé un ordinateur, à qui j'ai demandé conseil, à qui j'ai obtenu un contrat de développeur sur Android pour un petit logiciel et qui a des compétences presque anormales dans ce domaine malgré ses 22 ans. En fait, il s'agit aussi d'un authentique hacker, donc une sorte de pirate, c'est-à-dire d'un type qui analyse la façon dont c'est fait, qui sait le défaire, qui sait aller derrière le décor, il a les cheveux longs, il est assez débraillé, mais contrairement à la plupart des jeunes gens très forts en informatique, lui, il a gardé un peu de vocabulaire, je veux dire d'intérêt pour des choses très diverses, un peu de philosophie aussi, et un peu de morale, vous allez voir. Il passe son temps sur les forums, il est imbattable sur les matériels, les cartes mères, etc. Et chose rarissime, il arrive à se faire un revenu en développant des programmes pour les smartphones, en habitant seul un appartement tout blanc à Montpellier. Alors c'est lui qui, entre deux portes, même pas au bar, chez son père pour une fois, a bizarrement ramené à lui, à son domaine, l'allocution du président de la République française en me disant de manière assez brutale, pour moi, Macron, c'est le jumeau astral de Zuckerberg. Alors là, je traduis pour ceux qui n'auraient pas suivi. Zuckerberg, vous savez, c'est le type qui a fondé l'entreprise Facebook, ce truc tentaculaire qui vous demande vos secrets pour les vendre. Mais la chose intéressante, et la thèse de mon jeune interlocuteur, là, qui connaissait quand même parfaitement la biographie du jeune entrepreneur américain, c'est que comme Emmanuel Macron, sur lequel visiblement il était aussi très renseigné, son destin avait dépendu d'une mauvaise action de départ. Entre parenthèses, c'est souvent le cas, les empires, les renommées mondiales sont rarement nés dans l'angélisme. Dans le cas de Zuckerberg, c'est quand il avait trompé ses deux associés de l'époque pour travailler pour son compte et devenir leur concurrent. Dans le cas de Macron, c'est pareil, on peut dire qu'il a trompé son associé Hollande, pour lequel, soi-disant, il travaillait, alors que pendant un an, il a profité de son ministère et de son budget pour présenter sa candidature en douce contre lui, tout en disant à tout le monde qu'il n'y songeait pas. Parce que dans un cas comme dans l'autre, m'a dit ce jeune homme, ce sont des carrières fondées sur le mensonge permanent, sur la trahison, le mensonge sponsorisé en plus, parce que Zuckerberg a été tout de suite financé par des banques comme Goldman Sachs ou par des fonds comme un certain Palantir qui travaillait notamment pour la CIA. À quoi correspond exactement en France l'investissement de départ qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir? Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Goldman Sachs ne soit pas dans le coup, pour Macron aussi. En tout cas, on l'a dit. Et dans la progression vers le pouvoir, on remarque la même organisation qui ne doute de rien parce qu'elle se sent portée par un pacte initial avec le diable. Et dans les déclarations des deux, on a ce cynisme scandaleux qui consiste à dire, on a des courriers privés d'ailleurs là-dessus, ils me font confiance, ils sont crédules, on les a bien eus, ce sont de pauvres gens, etc. Et c'est vrai, me dit mon jeune informaticien, que quand tu vois le degré de confiance naïve que leur font tous les médias, notamment, il y a de grandes similitudes. Par exemple, Macron annonce à tout le monde que c'est pas vrai, qu'il complote pas contre Hollande alors que c'est vrai, qu'il va pas vendre Alstom alors qu'il le fait. Et Facebook, du côté Facebook, Zuckerberg dit à tout le monde qu'il veille à respecter la vie privée de chacun alors qu'il fait le contraire. C'est prouvé. En fait, c'est là que voulait en venir mon jeune informaticien. Dans le traitement logiciel, les deux personnages fonctionnent exactement selon le même principe. Des portes dérobées, des routines cachées, des choses que seul connaît le dernier cercle des programmeurs. Et là, nous avons parlé soudain d'autre chose, nous avons laissé tomber le sujet. C'était lors d'un déjeuner dans sa famille, mais le thème m'a trotté un peu dans la tête et j'en ai parlé après à Gustave qui m'a dit « mais il a parfaitement raison ce gosse, moi je ne connais pas vraiment les modalités techniques, encore que je les soupçonne. Par exemple, quand tu examines l'affaire Benalla, c'est un peu ça. C'est comme d'avoir fabriqué un disque virtuel privé avec ton mot de passe sur le disque dur de l'État français. C'est comme d'avoir truffé les logiciels autour de toi de mouchards. Mais la principale similitude, en fait j'en vois deux, me dit Gustave, c'est d'abord qu'ils se ressemblent physiquement, c'est le même genre de type mince, avec une figure un peu effarée, des petits yeux ronds dans le genre « non monsieur, j'ai pas menti », pas de vie privée, un regard en dessous, mais surtout, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac,
ils pratiquent la même méthode, la méthode américaine. Ils plaident coupables pour avoir la paix, tout en faisant exactement ce qu'ils veulent dans ton dos, en mentant encore plus aux commissions d'enquête, par exemple, tout en disant qu'ils respectent les sénateurs. Macron vient te voir à la télé pour te dire qu'il le fera plus, qu'il ne sera plus méprisant. Il te parle des malheurs de la divorcée de province avec ses 2 enfants. C'est exactement comme si Zuckerberg te disait que c'est fini les tripatouillages dans l'ordinateur des autres, que j'ai compris que ça faisait de la peine à mes clients, etc. Mais tu n'y crois pas, évidemment. Et parallèlement, qu'est-ce que tu vois? Eh ben, ils parlent le langage des machines, ces gens, parce qu'ils sont eux-mêmes des machines, ils leur ont prêté allégeance il y a une vingtaine d'années, et dans les 2 cas, on peut se demander dans quel but, où va la machine, et on peut avoir envie de la débrancher un peu. C'est même devenu le seul moyen de parler à l'opérateur. Mais les gens qui m'écoutent, par exemple, sentent très bien ces choses-là. La preuve, les gilets jaunes. Si vous les sentez aussi, abonnez-vous, merci. Les campagnards sont très sensibles à l'hystérie agressive qui règne à Paris, dont les Parisiens ne se rendent même pas compte, et dont je voudrais vous donner 2 exemples absolument réels et typiques, d'autant qu'ils se sont conclus pratiquement sur la même phrase, qui témoigne d'une absence totale de civilisation. Le premier, c'est sur une place publique dans le 9e arrondissement de Paris, où il y a 2 ou 3 petits cafés avec une terrasse, un kiosque, des arbres, une fontaine, et où, en ce mois de décembre, les gens qui prenaient un café au soleil étaient un peu emmitouflés. À la droite de la table ronde que j'occupais avec mon petit chien à mes pieds, il y avait 2 femmes qui discutaient en fumant, et comme il y avait du soleil, la fumée de leurs cigarettes faisait une sorte de harpe dans les rayons de soleil, c'était très joli. Le seul problème, c'était qu'elles avaient 2 fillettes de 4 ou 5 ans qui jouaient ensemble avec un ballon et une poussette de poupée, mais surtout qui poussaient des cris de plus en plus stridents, l'une après l'autre, chacune essayant de surpasser l'autre dans le volume sonore. Alors au début, vous vous dites, elles vont se fatiguer, et vous essayez de lire votre journal avec plus d'attention, mais elles n'étaient pas fatiguées du tout, et donc au bout de 3 minutes de ces hurlements, comme vous êtes le plus proche de ces demoiselles, vous poussez un « Oh, 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 mesdemoiselles, on s'entend plus lire le journal, hein, vous baissez d'un ton, s'il vous plaît ». Alors là, bondit sur moi une des 2 mères, toujours avec sa cigarette, qui me dit « Mais ça va pas de parler à mes filles comme ça ?» À quoi je réponds « Mais madame, je parle à vos filles comme je veux, et moi au moins, contrairement à elles, et à vous, je ne hurle pas. » Alors elle se tourne vers ses filles et elle dit « Vous pouvez crier tant que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'on a. » Alors je leur dis « Écoutez-moi, au contraire, vous vous souviendrez qu'un monsieur, un jour, vous a dit que vous étiez très mal élevé, et que si vous restez mal élevé toute votre vie, ce sera un très lourd handicap. La preuve, regardez votre mère, elle est aussi très mal élevée, et vous voyez bien qu'elle se fait remarquer et que tout le monde trouve ça gênant. » Là-dessus, la mère essaye de m'écraser carrément sa cigarette sur le dos de la main, sans y parvenir parce que la cigarette s'est cassée tout de suite. Je me lève, mon chien se met à aboyer, elle essaie de faire croire que mon chien a mordu l'une de ses filles. Elle prétend appeler la police, mais elle tombe mal parce que d'abord mon chien est aveugle, et puis les gens commencent à la regarder de manière hostile en disant que mon chien n'a rien fait. Enfin, elle dit à ses filles, de toute façon, il est vieux, il va mourir bientôt, d'ailleurs le plus tôt sera le mieux, et puis elle s'en va sans payer. Le garçon a dû courir après, avant le feu rouge. La chose que je me suis dite aussitôt, c'est qu'à Campagnol, dès ma réprimande au début, toute la terrasse m'aurait défendu, mais là non, c'était un peu mou, c'était des Parisiens. Et puis surtout, à Campagnol, la mère aurait dit à ses filles de la mettre en veilleuse parce que c'est moi qui avais forcément raison. Or, à Paris, ce sont plutôt les enfants de 5 ans qui ont raison, par définition, parce que leur mère le leur a dit, et elle leur apprend au passage que les vieux, eux, sont des gêneurs qui, heureusement, vont bientôt mourir. Fin de la première anecdote. La deuxième, tout aussi réelle, je laisse mon chien renifler sur une pelouse, sans laisse, mais le risque est faible, puisqu'il n'y voit rien. Arrive un petit pincher, un chihuahua très petit, sans laisse lui aussi, qui est venu d'assez loin dans le jardin. On ne voit pas son maître. Le chien miniature a essayé de jouer avec le mien, mais le mien, qui ne l'a pas vu, est simplement surpris. Il aboie une fois, au jugé comme ça. Le petit chien prend peur, repart dans la direction d'où il est venu. 5 minutes passent. Et là, dans ce coin de parc, je vois descendre 4 à 4 par l'escalier à rondins un type d'une trentaine d'années, très agité, qui porte le petit chien de tout à l'heure dans ses bras et qui crie à mon adresse « Votre chien a fait peur au mien, il n'est pas en laisse ». Le temps qu'il approche, je lui fais observer que son chien n'était pas en laisse non plus. La preuve, il s'est sauvé. Et je lui explique que le mien n'y voit rien, mais que le type se rapproche de moi. Il a un accent que j'ai même pas le droit d'imiter ici, mais d'après ce qu'il va dire, il vous sera facile de le reconstituer. Il me dit textuellement « Mon chien, il a traversé l'avenue sur la tête de mon père, s'il s'était fait écraser, je te tuais sur place. » Et il ajoute, t'as de la chance d'être une personne âgée. Bon, je vous raconte pas la suite, le type était à la fois idiot de naissance, défoncé au hashish, etc. J'ai été sauvé par 2 policiers municipaux qui passaient. Je préfère comparer les 2 conclusions. Dans les 2 cas, vous avez des névrosés qui vivent dans l'affrontement physique et verbal permanent avec autrui, dans l'affirmation agressive de soi, et qui sont irrités par le fait que vous soyez placide, vaguement ironique, en tout cas plus équilibré qu'eux.
Si vous étendez ce type de rapport de comportement à la société française entière, ce qui ne saurait tarder, il est peut-être temps d'intimider une bonne fois ceux qui nous traitent ainsi, ceux qui nous laissent traiter comme ça, notamment les vieux, car cette semaine, j'aurais donc été 2 fois, malgré mon âge, plus ou moins menacé de mort, ce qui vous donne une idée de la qualité des rapports humains en région parisienne en ce moment. Abonnez-vous, faites connaître, c'est un moyen comme un autre de lutter contre les barbares. Merci. Au village, le samedi et le dimanche, on voit arriver presque chaque semaine 3 petits-fils d'une dame veuve que leurs parents de Carcassonne laissent dans la maison familiale pour avoir la paix et qui sont trop gâtés par la grand-mère, ce qui fait que ces gamins entre 10 et 13 ans sont odieux, le genre à laisser leur vélo par terre pour bien barrer le passage à la camionnette du boucher, le genre à porter des coiffures immondes, vous savez, du genre une touffe blonde sur la tête et rien sur les oreilles, le genre à faire réparer leur ordinateur portable sans dire merci, et le genre à porter un gilet jaune à 12 ans quand ils font de la roue arrière sur leur VTT. Alors là, quand on commente la chose au bar, qui est juste à côté, il y a toujours un type ou deux pour s'étonner que ces jeunes soient politisés et pour déplorer que des meneurs viennent faire de la retape à la sortie des lycées de Carcassonne ou de Béziers. Mais l'ancien instituteur, qu'on voit plus beaucoup au café parce que le médecin l'a mis au Perrier-Citron, l'autre jour était là et il m'a dit « ça n'a rien à voir avec une politisation, ils ont simplement envie de dire merde au président de la République ». Et pour qu'un gamin de 12 ans soit tenté par une attitude de défi à l'égard d'Emmanuel Macron, pour que les lycées soient entrés dans la danse, il faut que ce dernier ait été bien nul dans ce qu'on appelle la communication ou plus généralement en psychologie. Alors là, me dit-il, je peux t'en parler, quand je débarque dans la classe d'un collègue, j'ai pas trop de mal à obtenir le silence immédiatement. Je sais pas à quoi ça tient, c'est une sorte de mélange. Les cheveux blancs peut-être, j'ai pas l'air commode. De temps en temps, j'en isole un comme ça d'un simple regard, le gamin se tait tout de suite. Tu sais, un peu comme un chien quand il en croise un autre avec le poil dressé. Mais quand j'étais jeune, et même très jeune, j'aurais dû avoir beaucoup plus de mal à faire taire les gamins en levant le doigt. Eh ben non, ça s'est toujours très bien passé. Tu sais pourquoi? Eh ben, ça n'a rien à voir avec le fait de gueuler ou non, c'est parce que j'étais pas prétentieux. Je disais pas inconsciemment aux gamins, c'est pas toi qui commandes. J'avais pas l'air content de commander. C'était comme ça, je commandais. Quand je disais qu'il fallait faire quelque chose, je disais que c'était pratiquement une règle que je subissais moi-même. Je me comportais comme un prof parce que je l'étais, c'était pas ma faute. Et le gosse me regardait donc comme quelqu'un qui aurait pu être beaucoup plus sympa s'il n'avait pas été prof. Mais il se trouve que les rôles étaient distribués, c'était comme ça. Même quand par hasard on allait faire une sortie en mer à 7 ou ailleurs, les gamins me chatouillaient pas sous prétexte que j'étais en short. Alors, tu prends le cas du président, déjà son côté juvénile agace les gosses, comme le reste de la nation d'ailleurs, parce qu'on sent que c'est un type qui n'a toujours pas digéré ce qui lui arrive. En d'autres termes, il est prétentieux. C'est pas sa faute, il est comme ça, c'est pas leur faute non plus, mais les gosses le sentent. Ils le sentent parce que leurs parents l'ont senti avant eux et tout le pays. Ensuite, ça n'a l'air de rien, mais il a une petite voix de tête. On sent un peu le type qui est fait pour convaincre, pour vendre des voitures et des vérandas, mais pas pour regarder le destin des peuples avec l'œil de l'historien. Et ça compte aussi. Et quand t'as pas la gueule d'un mâle dominant, à la Churchill, il faut jouer encore plus le comportement du mâle dominant, c'est-à-dire calme, attentif, ferme, bourru. Mais dans le cas du président, là, c'est exactement le contraire. Il la joue copain-copain pour faire croire qu'il est de ton côté. Et quand tu commences à le croire, il remonte sur sa chaise d'arbitre en te disant que vous n'avez pas gardé les cochons ensemble. Mais surtout, il a l'air ravi d'être où il est, enfin, où jusqu'ici il était. Et tout dans son attitude te dit qu'il est convaincu d'être là pour de bonnes raisons. Il dit pas « j'ai été choisi par la Providence », non, il dit « je me suis hissé jusqu'ici, vous n'avez qu'à en faire autant ». Du coup, les jeunes qui ne sont pas sûrs d'eux par nature et qui sont la majorité, désormais ne peuvent pas le blairer. Alors là, je peux t'en parler, c'est vraiment foutu pour lui. Quand dans un groupe, tu as un type comme ça trop sympa qui a le cœur sec et qui en fait te prend pour un con, les gosses les repèrent tout de suite, ces gens-là, ensuite ils sont impitoyables avec eux. Donc finalement, quand tu vois des lycéens dehors, c'est pas contre je ne sais quelle réforme du bac dont ils n'ont rien à foutre, ils sont en train de reproduire le schéma de la tête de Turc en classe, du harcèlement dans la cour, à l'échelle du pays entier, et en se servant du profil du président qui leur rappelle tous les autres branleurs fils à papa qu'ils ont subis à l'école. Et là, ça va être un peu dur de remonter la pente, parce que pour les présidents harcelés, il n'y a pas de numéro vert. Abonnez-vous à Campagnol TVL, merci. L'autre jour, j'ai accepté d'aller passer une fin de semaine chez des amis à la campagne. Il y avait 2 dîners de prévus et donc quelques heures à perdre le dimanche puisque la pluie en plus tombait sans arrêt. Alors l'un des enfants de la famille, nommé Guillaume, en fait le seul garçon, qui pouvait avoir 14 ans, m'a proposé de jeter un coup d'œil sur sa cinémathèque personnelle qui tenait dans un disque dur de 2 téraoctets
Et c'est l'occasion de souligner que les garçons de 14 ans de nos jours sont capables d'acheter 2 DVD récents de ce qui correspond grosso modo à leur pouvoir d'achat du mois, pour en pirater 50 qui n'auraient de toute façon pas pu acheter, faute d'argent. Donc il n'y a pas de manque à gagner, et le modèle Adopi était une ânerie d'énarque une fois de plus. Ces adolescents ont donc vu tous les films, ils se sont tous échangés à l'école, du coup il est facile de consulter leur classement personnel, mais c'est valable aussi sur les sites internet puisqu'il existe désormais un hit parade des films les plus piratés et donc des constantes dans l'inspiration, dans le contenu, qui donnent une espèce de portrait intime de la jeunesse d'aujourd'hui, enfin de celle qui regarde des films parce que c'est pas la seule. Je vous fais donc un rapide diagnostic de ce que j'ai observé cet après-midi-là et je saute à la conclusion. Eh bien, la jeunesse masculine autour de la puberté et bien au-delà plébiscite systématiquement les films dont les héros, souvent d'ailleurs des jeunes de leur âge, disposent de super pouvoirs. Et vous allez me dire, c'est pas nouveau, de tout temps les jeunes ont eu des grands héros pour modèle, mais là on parle pas de grands héros, on parle de super héros à qui presque rien n'est impossible, alors qu'à eux, les malheureux adolescents, là, rien n'est possible, au contraire. En outre, dans l'ancien temps, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans à peine, le schéma « je suis seul, tout malingre, tout ignoré, mais le soir venu, je me dote d'une carapace de métal ou d'une combinaison de justicier pour sauter entre les toits », eh ben, tout ça concernait les enfants de 10 ans. Quand nous avions 10 ans, il y avait un petit héros qui s'appelait Benoît Brisefer et qui soulevait des voitures dans les bandes dessinées. Mais désormais, même les jeunes adultes adorent ça, et tout le monde, tout ce monde-là est devenu extrêmement technologique et réaliste. Il s'agit donc plus d'un conte voltairien, il s'agit bel et bien d'une réalité parallèle. Pourquoi et comment ? À cause du commerce de l'Amérique et de l'infantilisation générale du monde masculin qui leur est dû. Déjà, on peut observer que le niveau de violence visuelle, sonore, psychologique est en croissance exponentielle depuis 40 ans dans ces films. Ensuite, ce qui aurait paru débile il y a 40 ans à un jeune homme de 18 ans est devenu pour lui complètement fascinant. Le genre Transformers, Captain America, Spider-Man, Batman, tout ça finit par être plébiscité de nos jours, même par des quadragénaires au premier degré. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'il s'agit toujours du même principe. Il s'agit de se venger par la violence et par le paranormal d'un univers social où les règles sont de plus en plus dures et intolérables. Le film favori de mon jeune homme, là, Guillaume, s'appelait Jumpers. C'était l'histoire de mutants qui parviennent à s'extraire de la réalité en jouant les passe-murailles partout à travers le monde. Et dans sa collection favorite, la plupart des films montraient comme ça un héros maladroit avec les filles, moqué par les autres à l'école, qui endossait un costume pour voler d'une selle à l'autre. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est ce que disaient ses parents? Est-ce que c'est vraiment important? Mais hélas, il y a un deuxième étage de la fusée, une deuxième charge de cette bombe sociologique. Non seulement c'est un univers violent et ultra-vengeur, mais c'est devenu un univers qui n'est plus surhumain comme celui des grands héros, il est devenu transhumain et même inhumain. Les nouveaux héros ont besoin de prothèses greffées, ils réalisent l'union entre l'homme et la machine, ils n'ont pas d'état d'âme puisqu'ils sont à moitié robots. Par exemple, quand mon jeune hôte là me montrait les passages préférés de ses films sur son ordinateur, il sautait systématiquement ceux où le héros discutait avec sa fiancée. Les seuls moments intéressants pour lui commençaient quand il revêtait une combinaison d'acier qui jetait des éclairs partout. Et on voyait bien que son panthéon personnel était peuplé de gens sans aucune affectivité, de gens calculateurs, et quand vous lui demandiez ce qu'il voulait faire plus tard, il vous répondait « je veux travailler dans l'intelligence artificielle ». Et il n'avait pas l'air de plaisanter du tout. Ensuite, pendant le dîner, j'ai parlé un peu avec le grand-oncle du jeune homme, qui était prêtre. Oui, ça existe encore. Un type à peu près de mon âge. Et nous nous sommes mis toute la table à dos quand nous sommes tombés d'accord sur le fait que le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, était littérairement, oui aussi, mais littéralement, au cœur de ce que j'avais vu cet après-midi-là sur l'écran de l'ordinateur. Une surhumanité à moitié homme, à moitié machine, un nœud de complexe personnel qui ouvre la voie à la pire violence vengeresse, une tendance à trouver faible et méprisable tout ce qui suscite la pitié. Et vous avez dit ça devant le jeune homme à table, allez-vous me demander? Mais non, bien entendu, puisqu'il était dans sa chambre, incapable de participer à une conversation normale pendant un dîner, parce qu'il s'ennuyait, alors que ses deux sœurs un peu plus âgées étaient flattées de le faire. Et il était donc parti dans sa chambre avec la bénédiction de ses parents entièrement démissionnaires, bien entendu, non seulement démissionnaires, mais flattés que ce gamin soit si précoce. Et l'oncle prêtre a ajouté, on peut être à la fois précoce et retardé. Regardez notre président. C'est une conclusion que je vous laisse méditer et éventuellement commenter. Abonnez-vous, merci.